Alors ici, le philosophe jovialiste André Moreau, qui vous parle de Montréal, de sa tour, d'où il observe l'animation d'une grande ville, et juste à côté du Mont-Royal. Alors ce soir, le 11 juillet 2017, comme je le fais tous les mardis depuis 46 ans, je vous reçois chez moi pour aborder un thème relatif à ma philosophie. Vous savez que ma philosophie est un tout extrêmement articulé. Alors, n'ayant pas été un professeur d'université, du moins pas très longtemps, je n'ai pas eu la déformation professionnelle qui consiste à étudier des faits particuliers jusqu'à la nausée. J'aime plutôt familiariser mes amis qui viennent m'entendre avec une vision d'ensemble. J'ai comme une sorte d'intuition. Husserl dirait que c'est la vision des essences qui me guide et qui me permet de tomber juste dans mes jugements. Alors, vous savez que ici, où je vous parle, c'est le siège de ce mouvement d'idées qu'on appelle le jovialisme, et que mon œuvre soutient par sa densité, sa profondeur et sa complexité mes propos quand je m'adresse à vous. En d'autres mots, bien que je vous parle spontanément, il y a un background considérable qui permet de garder une cohérence dans l'expression de ma pensée. D'abord, je vous rappelle que le jovialisme est une philosophie originale, très différente des courants majeurs qui règnent dans le monde. C'est très différent du judéo-christianisme, puisque ce n'est pas une philosophie de la transcendance. C'est une philosophie de l'immanence. Par contre, c'est très différent du hegelianisme, parce que cette philosophie de l'immanence, elle met l'accent sur le développement extrême de l'individu, volontairement conscient. Elle ne se pose plus la question de savoir si l'individu est un sujet, car elle congédie cette distinction qui est faite par les philosophes entre le subjectif et l'objectif. Ici, nous sommes dans une perspective totale. Et par conséquent, on pourrait dire que l'existence du jovialiste qui pratique ces principes est une existence superjective, parce que nous sommes conscients que la personne humaine est traversée par ce que je pourrais appeler le courant jet, le jet stream de la pensée et de l'être. En d'autres mots, il ne s'agit pas ici de déterminer si l'homme est un animal raisonnable, un mammifère évolué ou une créature de Dieu, constituée d'une âme et d'un corps.
Il s'agit ici de voir l'homme dans sa structure métaphysique, comme une lumière pensante, et comme un jaillissement ancré dans le sol irréfutable du présent, que j'appellerai le maintenant originaire. En d'autres mots, ce qui caractérise la vie d'un jovialiste, c'est qu'il est attentif à ce jaillissement d'existence superjective et qu'il ne cherche pas à le modéliser, à le choséifier, à lui accorder un statut comme ceux qui adhèrent à l'idée d'une nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine. Et ce n'est pas parce que Sartre l'a dit qu'il a été le premier à le dire. Et Pic de la Mirandole ne croyait pas à la nature humaine. Et je n'y crois pas non plus. On pourrait dire que l'humanité est une identification. Et ce que je pense des identifications est mauvais. Car je ne vois pas pourquoi nous nous identifierions à la nature humaine, à un corps conçu comme un objet matériel, ou à un sexe. Vous savez, je ne me targue pas d'être spécifiquement du sexe masculin. Et le jovialisme n'est pas un humanisme. Car il ne s'agit pas ici de promouvoir l'homme, mais de promouvoir l'absolu. En ce sens, je n'adhère pas à un humanisme, mais à un théurgisme. Je crois que ce jaillissement superjectif, si on le harnache et on l'intègre et qu'on en prend conscience, est la voie royale pour acquérir une identité divine. Donc, il ne s'agit pas ici de compter sur un Dieu transcendant qui nous donnerait un appui. Il ne s'agit pas de se sentir porté par l'évolution. Ce sont là des croyances fondées sur des hypothèses, et des scientifiques ne me semblent pas des adeptes de la certitude. Leurs concepts sont problématiques et à l'essai, alors que je ne pourrais pas vivre d'une façon problématique. Je ne suis pas un penseur à l'essai. Je suis quelqu'un qui se définit. C'est la raison pour laquelle je n'adhère pas à ce mouvement de la connaissance de soi, mais je suis plutôt un partisan de l'invention de soi. On s'invente ici et maintenant. Ce que l'on vous a dit de votre passé, ou ce que vous en avez retenu, est constitué maintenant. Et ce que vous envisagez de votre avenir, et quelle que soit la préscience que vous en avez, rappelez-vous, il est constitué maintenant. Je n'ai pas un avenir. Je suis mon avenir. Je n'ai pas un passé. Je suis mon passé. Et ce qui compte à mes yeux, c'est l'arbitraire de mon existence qui est l'objet de ma pensée. Alors, forcément, si je suis mon arbitraire,
le choix disparaît. Parce que la liberté consiste alors à me laisser être et à laisser être les autres. Si je me laisse être, une des constatations que je peux faire, c'est que cela me remplit de joie. Je me sens satisfait de me laisser être. Je suis plein de ce dynamisme qui constitue l'essence de l'éveil. Comprenez-vous? Je ne me dis pas « je fus autre chose ». Je suis moi-même maintenant. Je ne me dis pas « je vais vers de grands horizons ». Je suis mon propre horizon. Je ne me définis donc pas comme un être en devenir, en quête de soi-même, ou un penseur itinérant, comme le suggérait le titre d'un livre de Gabriel Marcel, Homo Viator. Alors, s'il y a un trajet, permettez-moi d'emprunter l'expression de Plotin, c'est un voyage immobile. Et ma vie, contrairement à ceux qui tombent sous le charme de la relativisation extrême, tant vantée par la mouvance de la modernité, ma vie est un tout qui est coordonné par un système vivant, lumineux et rayonnant. Vous devinez bien que je suis un immatérialiste. Car mon corps, pour moi, n'est pas un objet matériel et notre environnement immédiat, planétaire ou cosmique, n'est qu'un montage. C'est une modification très subtile de ma conscience qui me donne l'impression que toutes ces choses-là sont extérieures à moi, qu'elles sont solides et qu'elles vont continuer d'exister après moi. Mais comme je ne me définis pas comme un individu qui serait soumis à la gestion du temps et que je me sens partie prenante de mon éternité, je ne me vois pas comme quelqu'un qui change, à moins que ce ne soit dans le sens de la formule de Mallarmé, tel qu'en moi-même, l'éternité me change. Hein? Tel qu'en moi-même. Elle ne me change pas pour autre chose, pour devenir meilleur, pour devenir plus grand. Elle me change en ce que j'ai à être, c'est-à-dire en ce que je suis. Alors, ceci met fin à toutes les spéculations sur le progrès, sur l'évolution, sur cette fébrilité qui occupe les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui se sentent obligés d'aller de l'avant. Je ne me sens pas obligé d'aller de l'avant. Je ne me sens pas obligé de réussir. Je ne me sens pas obligé d'avoir des ambitions. Je ne me sens pas obligé de me faire aimer. Vous comprenez? Et là, ce sentiment d'autonomie, d'organisation intime, qui fait que on ne se sent pas obligé d'être aimé, cela a des conséquences énormes sur notre société. Car cela touche au cœur notre conception de l'amour. On sait que l'amour a rarement été considéré dans l'unicité de l'être. J'ai toujours pensé que pour aimer,
il faut être. Par contre, je n'ai jamais dit que nous apparaissions sur Terre avec un être. Non. J'ai plutôt pensé que l'être était un cadeau de soi-même à soi-même et qu'il fallait s'installer dans l'être, se donner un être, s'inventer être. Évidemment, comme c'est une chose rare, parce que les gens sont paresseux, dans le très mauvais sens du terme, les gens, ils pensent que la vie est comme elle est. Ils vont mourir, puis en attendant, ils vont s'amuser, ils vont travailler pour se mériter une belle retraite. Ce sont des concepts illusoires, sans fondement pour moi. Et au point de départ, étant un jovialiste, et non pas un chrétien humilié qui veut expier une faute originelle en travaillant, ben, je ne veux pas travailler. C'est aussi simple que ça. J'ai découvert, au fil des décennies, que l'on pouvait bien vivre sans pratiquement travailler. J'ai toujours mis l'accent sur la communauté. Aujourd'hui, on dirait le vivre ensemble. J'ai mis l'accent là-dessus. Mais la communauté, telle que je l'entends, n'est pas la société. C'est des rapports d'affinité entre des petits groupes de gens qui se rassemblent. Hein? Selon le très beau principe de Charles Fourier, les attractions sont proportionnelles aux destinées. C'est-à-dire, ils se rassemblent en vertu de leurs affinités, de ce qu'ils ont à vivre ensemble. Alors, c'est évident que les gens qui vont s'approcher de moi vont avoir une sorte d'inclination naturelle pour la philosophie. Les femmes, dans ma vie, ont toutes eu cette inclination. Je ne me serais pas vu vivre avec une sportive ou une scientifique matérialiste ou une pure ignorante. Il fallait que ce soit des femmes qui mettent l'accent sur l'intelligence, qui aiment la fête et qui aient une inclination naturelle pour la philosophie. Je pense qu'on a une intervention ici. Oui. Oui, parce que vous parlez du vivre ensemble, les psychologues parlent du vivre avec. Oui, mais ça, c'est des concepts philosophiques et je ne pense pas que les philosophes savent de quoi ils parlent. Que les psychologues savent de quoi ils parlent quand ils parlent de vivre avec. Moi, je préfère vivre sans. Parce que les gens avec lesquels j'entre en intimité sont très peu nombreux. Ces gens-là, d'abord, premièrement, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être aimés. Ils ont peur d'avoir des problèmes. Ils ont peur, et s'ils cessent de travailler, d'être contraints d'aller vivre sous les ponts, en quêtant leur pitance. Ils sont minés par la peur. Et moi, je n'ai pas peur. Je n'ai jamais fait d'économie. J'ai dépensé toujours l'argent que je gagnais pour le peu que j'en ai gagné afin de publier mes livres. Je n'ai donc pas de plan de retraite. Je n'ai pas de pension privée. Et les affaires vont très bien. Vous devriez renoncer à cette idée d'économiser pour vos vieux jours. C'est une connerie. Ça n'a absolument aucun sens. Parce que moi, bien, coudonc, à 76 ans, on pourrait dire que je vais commencer à vivre mes vieux jours. Et, voulez-vous que je vous dise, je ne me sens pas la victime d'une existence précaire. Pas du tout. Je me sens comblé par l'abondance de l'infini. Par ce jet stream qui propulse vers le haut et en avant mon existence superjective. Alors, vous devinez bien que
la façon dont je réfléchis n'a rien à voir avec ceux qui se disent on va former un couple et une famille. Je n'ai pas la mentalité d'un mari, je n'ai pas la mentalité d'un papa, je n'ai pas la mentalité d'un humain. Je suis esprit, je suis être, je me suffis. Et si je vais vers quelqu'un pour l'aimer, c'est à la suite d'un débordement. Et non parce que je m'accroche à lui comme une boule de noix à un arbre. Vous comprenez? Il y a quand même des limites, là, à chanter l'amour sentimental, à dire on va s'aimer tous les deux, etc. Mais c'est comme si on s'enfermait dans un enclos. C'est pour ça que les unions durent si peu. Elles durent en moyenne 5 ans, 6 ans, 7 ans, et on recommence. Mais pourquoi ne pas vivre ensemble au lieu de vivre exclusivement 2 à 2 comme les Alexandrins et les bœufs? Pourquoi cette idée? Il faut qu'on soit à 2 et non pas à 3, à 5, à 7 ou à 22. Le mariage est une entreprise obscène. Et comme disait un anthropologue américain, c'est un enfer tranquille. Je déteste m'ennuyer avec quelqu'un. Et pour ne pas m'ennuyer avec quelqu'un, il ne faut pas que je me sente en prison. Les prisons sont en nous, hein. Il n'y a d'hommes dans les prisons que parce qu'il y a des prisons dans les hommes. Donc, par définition, cette idée que vous avez besoin d'autrui est une idée grotesque. Essayez de ne pas avoir besoin d'autrui parce que vous êtes comblé par vous-même. C'est ça l'affaire. Quand je vais vers autrui, c'est par plaisir. Ce n'est pas par besoin. Le fait d'avoir besoin des autres, le fait d'avoir besoin d'amour est une plaie sociale. C'est une grosse fierté. L'amour devrait être une conséquence de notre accomplissement éthérique et non pas un principe premier. Dire que Dieu est amour est absurde. L'infini n'a qu'à faire de ces trémolos lyriques, sentimentaux, larmoyants. Quant à l'amour universel, je ne peux pas l'imaginer. Parce que moi, je n'aime pas n'importe qui. Je suis sélectif. Je vais aimer l'année de mon naissance. Donc, par définition, ne me parlez pas de l'amour universel. J'ai déjà de la misère à accepter l'idée que l'humanité ne sont pas des crétins. C'est parce que, voyez-vous, mes chers amis, il ne faut pas se nourrir d'illusions, là. Les gens sur cette terre s'ennuient. Ça, c'est la passion fondamentale, l'ennui. Et pourquoi ils s'ennuient? Parce qu'ils sont vides. Ils n'ont pas d'être. À partir du moment où ils s'ennuient, ils sont prêts à n'importe quoi pour se distraire. Même à souffrir. Il y a très peu de gens qui vont se distraire en répandant l'idée que l'érotisme est le meilleur remède à l'ennui.